Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité. Pierre Jacquemin est avec nous, bonjour, rédacteur en chef de la revue Regard. Et vous avez publié « Ils ont tué la gauche » aux éditions Fayard. J'essaye de me reconnecter sur le Facebook parce que vous savez que vous avez la vidéo sur le Facebook Sud Radio ainsi que sur YouTube. Jacques Miard, bonjour. Maire de Maisons-Laffitte, bonjour. Vous n'avez pas mis de cravate, dites donc. Aujourd'hui non, mais il m'arrive d'en mettre parce qu'il faut tenir le rang. Absolument. Mathieu Alterman. Valérie, ça me rappelle. Oui, Valérie, ça me rappelle cet Anglais qui, au fond de la jungle, se mettait tous les soirs en frac pour maintenir, je dirais, sa dignité. Bah alors, pas de cravate, c'est un relâchement, Jacques Miard. Non, vu sans cravate. C'est simplement parce que tout à l'heure, je vais distribuer des masques et ça va plus vite. Ah bah vous nous raconterez ça. Mathieu Alterman, journaliste, vous êtes l'auteur de Femme fatale aux éditions Quai des Brunes et vous êtes toujours sur C8 le vendredi ou c'est en chômage technique? C'est arrêté pour l'instant, on va reprendre peut-être, on ne sait toujours pas. Donc on s'occupe et j'ai une exposition sur le musée de la SACEM qui s'appelle La Boum des cinéphiles, qui reprend les chansons mythiques des films. Donc que ce soit la chanson de Diabolomante par exemple, ou que ce soit la chanson de Subway, etc. Et j'écris là-dessus sur le site de la SACEM. Vous tapez La Boum des cinéphiles et vous avez comme chronique. Ah, génial. Et Florence Berthoud, bonjour, maire du 5e arrondissement de Paris, bonjour. Vous êtes dans votre mairie ou vous êtes chez vous? La boum et Diabolomante, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Bah oui, non, ça nous rappelle des souvenirs. Tu parles pour toi. Tu parles pour toi. Je parle pour moi. Voilà. Jeune collègue. Alors, département rouge ouvert, transport école de la théorie à la pratique, ça va être un casse-tête. On continue évidemment, on va parler de tout cela. Est-ce que vous avez peur de reprendre le travail? Et puis, faut-il interdire les licenciements? C'est une idée qui fait son chemin parce qu'il y a évidemment beaucoup de chômage partiel, mais beaucoup d'entreprises vont être tentées peut-être de licencier et on a vu que Mme Pénicaud avait évoqué la possibilité d'interdire les licenciements. Petit tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce qui a retenu votre attention. Mathieu Alterman, commençons avec vous. Alors c'est un coup de gueule qui concerne la mairie de Bobigny qui a pris la décision unilatérale en annonçant cela de supprimer les loyers dans les 4000 HLM de la ville. Donc ils ont fait cette annonce en disant on va supprimer les loyers, sauf qu'évidemment c'est interdit, bien entendu, que l'office HLM a répondu 2 jours après que effectivement ça n'aura jamais lieu, qu'ils sont déjà endettés d'1,6 million et que en fait c'est une manipulation purement politicienne puisque la mairie en place, en tout cas aux dernières élections, n'a pas eu les résultats qu'elle estimait et je trouve ça scandaleux d'utiliser les gens qui évidemment sont contents à l'idée de ne pas payer leur loyer, sauf que c'est illégal. Aujourd'hui, évidemment, ça se retourne contre les gens qui ont pris cette décision. Et c'est encore une fois n'importe quoi. On a envie de tous travailler ensemble parce qu'on est en période de crise. Et j'en ai personnellement assez d'avoir des tentatives de partis comme ça pour récupérer à leur crédit une crise. Je suis désolé, je suis un petit peu long parce que je sors du Covid. Là, j'ai eu 15 jours de Covid, donc je suis un petit peu fatigué. Mais voilà, quoi. Et surtout, je veux dire, quand on est malade et qu'on entend ce genre de truc, c'est pas possible, quoi. Enfin, voilà. Alors, on a 2 maires avec nous, peut-être un commentaire. Alors non, Pierre Jacquemin, ça vous fait réagir? Oui, c'est peut-être parce que Mathieu est malade que justement il a mal pris la décision du maire de Bobigny. Mais moi, au contraire, je pense qu'il faut innover dans une période comme celle-ci. C'est interdit. Il y a bien des choses qui sont interdites et que le cadre de la loi et de l'état d'urgence peuvent permettre. Ça ne passerait jamais. C'est interdit. Mathieu, peut-être c'est interdit. On est dans un cadre particulier avec des règles qui sont particulières. L'état d'urgence permet un certain nombre de dispositions. Il faut être en capacité de réfléchir à des innovations. On sait qu'une partie de la population en ce moment est en train de basculer dans la pauvreté, dans la misère. Il y a 2,5 millions de foyers en France qui sont dans des véritables difficultés. J'ai lu un papier ce matin qui disait qu'aux États-Unis, tenez-vous bien, 1/3 des Américains n'ont pas été en capacité de payer leur loyer au mois d'avril, dont 40% dans la ville de New York. Donc, il faut innover, il faut penser les choses. Je ne sais pas s'il faut annuler les loyers, s'il faut créer des moratoires, mais il faut créer des dispositions qui sont des dispositions qui permettent aux gens, d'abord, de se nourrir. Alors les deux maires, attendez, les 2 maires qui sont avec nous peuvent peut-être nous répondre. Florence Berthoud. Mathieu.
Franchement, Florence. on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et innover, ça veut dire aider. Je ne suis pas sûre que le process on rase gratis, si vous me permettez cette expression triviale, ça soit adapté. Je vais vous donner un exemple en termes d'innovation pour aider les foyers qui ont des très petits revenus, parce que et ça va devenir un sujet absolument prioritaire dans les jours qui viennent, ça l'est déjà d'ailleurs, c'est fournir des paniers repas gratuits ou à moindre coût. Moi, je le lance dès la semaine prochaine. On a envoyé des centaines et des centaines de mails, alors déjà aux familles qui sont aux tarifs les plus bas de la caisse des écoles, et puis tous les réseaux associatifs, les restos du cœur, cœur du 5, etc. Ça, je pense que c'est une réponse qui est adaptée. La réponse de la maire de Paris, Florence Berthoud, vous en pensez quoi? Parce qu'elle a quand même proposé aussi des choses, plus qu'un panier repas, elle a proposé des aides aux familles qui sont directement distribuées, je crois, via la CAF. C'est quand même des bonnes solutions. Moi, je suis favorable au fait qu'on donne des aides. Les aides, il faut quand même juste les encadrer. Et le principe de la gratuité totale, c'est jamais sain quand il va y avoir le retour de vagues. Donc, il faut faire des choses qui sont organisées. Moi, les paniers repas, d'ailleurs, c'est une idée qui n'est pas que chez moi. Hein. Donc, quand ça va dans le bon sens, moi, je dis très bien. Je pense que dire on ne paie plus le loyer, d'abord, outre le fait que c'est totalement légal, un truc comme ça doit être encadré. Parce que, par parenthèse, dans un immeuble social, vous avez des gens qui sont en situation de payer leur loyer. Je ne vois pas pourquoi ces gens-là, ils auraient la gratuité. Et puis oui, il y a des gens qui sont en extrême difficulté. Donc Jacques Miard pourra revenir là-dessus, parce qu'il y a des dispositifs de toute façon qui existent déjà pour les gens qui ne peuvent pas payer leur loyer. Donc c'est certainement pas le moment où il faut faire de la politique politicienne, vraiment. Oui. Alors Jacques Miard. Oui, bah écoutez, pour une fois, et ce n'est pas tous les jours, je suis d'accord avec Florence. Parce que donc avec moi, puisque c'était moi au départ. Non, mais et avec vous aussi. Ce qui est certain, c'est que ce que recherche le gouvernement, et il a raison, c'est de rétablir les circuits économiques. Donc à partir du moment où on se lance un peu dans la démagogie, eh bien, on risque de mettre en péril des sociétés d'HLM, comme par exemple la SEM de Maison Lafitte que je préside. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, compte tenu des décisions qui ont été dans le passé, sur des histoires notamment d'APL, sur des histoires où on doit avoir véritablement le même taux partout et que finalement les APL sont à la charge des sociétés d'HLM, on risque de mettre en péril des sociétés d'HLM et tout le monde y perd. Donc ça, c'est un réel problème. La cohérence, c'est véritablement le fondement même de toute l'action politique. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas se lancer dans des choses qui sont de la pure démagogie. Et effectivement, s'il y a des difficultés, on peut les examiner. On peut les examiner et on est capable à la fois d'aider les familles. Je constate, au cas par cas. Dans la ville de Maison Lafitte, le CCAS a augmenté, bien sûr, ses aides alimentaires. Ça, on est capable de le faire. On est capable de serrer, de faire un bilan à chaque fois et on avance. Mais prendre des décisions qui sont générales, impersonnelles, eh bien, ça ne photographie pas les réalités et ça pousse véritablement, je dirais, à un déséquilibre économique qui va nous revenir en boomerang. Donc, Jacques Miard, vous êtes d'accord qu'on peut aujourd'hui sortir du budget de l'État 3 milliards d'euros pour aider une entreprise comme Air France. En revanche, des millions de Français qui sont en train de basculer dans la... Je finis. Et que donc, du coup, une partie de la population qui est en train de basculer, il ne faut pas oublier quand même que certes, aujourd'hui, l'État couvre et pallie une partie du chômage partiel pour des millions de Français qui sont aujourd'hui au chômage partiel. Mais pour des gens qui sont au chômage partiel, qui ont un salaire SMIC de 1 500 euros, le chômage partiel, ça veut dire 300 euros pour eux de moins par mois. 300 euros de moins par mois. Il faut bien trouver des dispositions pour que ces familles puissent venir à un moment donné. Il ne s'agit pas de... Je finis. Il ne s'agit pas de dire il faut annuler les loyers de tout le monde. Il s'agit de cibler les personnes qui sont les plus en difficulté. On est bien d'accord. Sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. On propose bien à des entreprises de faire un moratoire. Il y a des commerces, pour des commerces, on a fait des moratoires sur les loyers. Ce qu'évoquait Mathieu Alterman, c'était le principe même. C'était le principe. C'est-à-dire, c'était le principe, ce que disait Mathieu Alterman, c'est de supprimer, d'accorder unilatéralement une suppression des loyers à 4000 personnes, c'est-à-dire sans être au cas par cas. Valérie, surtout cette décision qui a été prise par le maire UDI
s'est pris une tôle aux dernières élections par le candidat PC. Enfin, c'est quand même ça le truc. Bon, on va pas passer l'heure dessus. Un dernier mot, Florence Berthoud. Attendez, il y a sur le plan économique. Oui, s'il vous plaît, rapidement. Oui. Il faut effectivement éviter de prendre des décisions universelles qui sont inadéquates dans un certain nombre de cas. Donc, il faut examiner. C'est ce que nous faisons. Vous avez des difficultés, on fait un bilan, on peut vous aider. Deuxièmement, c'est le problème véritablement économique en général. Si on ne sort pas des carcans bruxellois et de Maastricht, on est foutu. Et il y a un certain nombre de décisions à prendre que la Banque d'Angleterre, que les Anglais ont commencé à prendre, qui sont des aides directes des banques centrales aux États. C'est ensuite peut-être aussi ce qu'on a appelé la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire des aides qui vont relancer la situation, relancer l'économie. Donc ça, c'est possible. Mais il y a un moment, il va falloir faire un aggiornamento de nos règles économiques qui sont aujourd'hui inadéquates à la relance de l'économie. Bon, allez, on va continuer parce qu'on a pris beaucoup de temps. Pierre, Jacquemin, c'est un coup de gueule également? Oui, c'est un coup de gueule parce que vous avez tous, il y a comme des millions de Français, on a observé la déclaration du Premier ministre mardi dernier qui s'en est suivie de différentes interventions. Il a fallu attendre 3h20 d'intervention à l'Assemblée avant d'avoir une femme qui prenne la parole. Si, il y a eu une femme qui a pris la parole, donc qui n'a pas pris la parole, mais qu'on a vu intervenir au moment du pupitre pour nettoyer le pupitre et pour désinfecter le pupitre. Et au final, 4 femmes sur 20 intervenants sont apparues justement dans ce débat, soit 20% des intervenants, alors qu'elles pèsent en gros un peu moins de 40% à l'Assemblée nationale. Et tout ça dans un moment où on sait que ce sont les femmes qui sont en première ligne. Je trouve que c'est une image qui n'était pas très heureuse à voir et ça a été vivement relayé, critiqué, commenté sur les réseaux sociaux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça commence à choquer aussi de voir que des hommes intervenir et des hommes représenter aussi des groupes politiques parce qu'on va justifier le fait que c'était les présidents de groupe qui devaient être présents. Donc ça veut dire aussi que les présidents de groupe sont principalement, voire uniquement des hommes. Bref, ça pose question et sur un plan visuel et sur un plan politique, ça doit nous interroger sur non pas l'après, parce que l'après, il y aura bien d'autres choses à penser, mais quand même sur la place des femmes en politique. Vous le savez, Valérie, on en a parlé plein de fois aussi dans votre émission, sur la place des femmes dans les médias aussi. Mais quand même, ça m'a quand même profondément choqué, cette image. Vous avez été choqués aussi, les uns et les autres? Du coup, je vais avoir un bonus. Ouais. Parce que je suis une sur 4. Florence. Ça veut dire qu'il y a un bonus pour rattraper le fait qu'il y a plus de 50% de femmes dans l'humanité. Oui, cela dit, je suis d'accord avec Pierre, mais c'est je dirais un grand classique. Moi, j'aime bien, vous savez, faire des coups de cœur dans votre émission. Oui. Je voudrais faire un coup de cœur aux bénévoles et je vais rejoindre indirectement ce que vient de dire Pierre, finalement. Je vais faire un coup de cœur pour les bénévoles et en particulier pour toutes ces bénévoles de l'ombre qui sont en train de coudre partout en France des milliers et des milliers de masques. Et pour le coup, cher Pierre, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, à 2 pas d'ici de mon bureau, il y a une très grande salle des fêtes que j'ai transformée il y a 15 jours en un grand atelier de confection. J'ai vu. Et c'est le système bidouille, c'est-à-dire que vous passez 4 coups de fil, vous essayez de récupérer auprès des centres d'action sociale des machines à coudre qui sont inemployées. Eh bien, c'est les personnes qui tiennent cet atelier, et le matin et l'après-midi, qui sont de tous horizons sociaux, je peux vous dire. Eh bien, ces personnes sont exclusivement des femmes. Des femmes. Et nous avons mis en place un relais pour que dans tout l'arrondissement, on puisse à la maison, quand on ne peut pas bouger, pardonnez-moi, quand on ne peut pas bouger, qu'on puisse faire chez soi des masques, donc on livre des kits. Nous avons ici un atelier de découpage, donc on livre, je dirais, tout dans un kit qui permet de fonctionner sur la mobilisation, place. Effectivement. Eh bien, la mobilisation est exclusivement féminine. J'aime beaucoup les hommes, mais il s'avère que sur ce sujet qui est central, celui du déconfinement, les 2 sujets, quand même, vont être derrière la reprise de l'économie ou en accompagnement de l'économie. Ça va être se protéger, donc les masques, on y reviendra, et se dépister. Eh bien, ce sont des femmes.
Et les centres, le centre ambulatoire, si vous permettez, je termine. Le centre ambulatoire, qui est une espèce de cabinet déporté que j'ai installé dans un endroit confiné de ma mairie, et l'unité de dépistage, eh bien, à 80%, je veux dire 80-90%, ce sont des femmes. Eh ben, Vive les femmes. On va revenir. Je vous rappelle que le droit de vote des femmes, c'était il y a le 21 avril 44. C'était à cause de la gauche qui voulait pas qu'elle vote comme les curés. 45. Absolument. Allez, on se retrouve dans un instant et Jacques Miard, vous aurez la parole pour votre coup de gueule, je n'en doute pas. C'est un coup de gueule ou un coup de cœur? Faites-nous un teasing. Il n'a pas entendu. Ah, on vous entend plus. Bon, on vous retrouve. Le suspense est complet. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous pour le 10h midi sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez participer à notre débat. On vous attend. Donc, on attendait le coup de cœur ou le coup de gueule de Jacques Miard. Je ne sais pas, Jacques Miard. Nous sommes dans le suspense. Non, vous savez, c'est très simple. Premièrement, l'histoire femmes, hommes, etc. Pour moi, le talent n'a pas de sexe. Il y a un moment, il faut arrêter parce qu'il ne faut pas rentrer dans ce débat, ce n'est pas d'actualité. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on a une mobilisation et notamment une mobilisation très forte des agents municipaux. Et ça, je tiens à les saluer parce que véritablement, on a maintenu des services publics et ça dans toutes les villes de France et de Navarre. Et c'est grâce aux agents municipaux. Il y a eu bien sûr du télétravail, il y a eu bien sûr tout un tas de travail fait par téléphone et autres, mais on a maintenu grâce aux agents municipaux et je voudrais leur rendre hommage ici parce que bien sûr qu'il y a des bénévoles, bien sûr qu'il y a des couturières, mais il y a aussi des agents municipaux qui maintiennent les services publics de proximité. Et c'est là, je dirais, où Jupiter, n'est-ce pas, a commencé à comprendre qu'il ne pouvait pas administrer et gouverner le pays sans les maires et aussi, bien sûr, les agents municipaux. Bravo aux agents municipaux. Ça nous amène à notre sujet, département rouge. Oui, quelqu'un voulait intervenir? Non, mais je suis d'accord pour le coup, évidemment. Évidemment que grâce à eux, on arrive à assurer la continuité des services publics. Département rouge ouvert, transport, école, de la théorie à la pratique. Comment est-ce que ça va se passer mal. Mathieu Alterman, oui, mal. Alors déjà, Jacques Miard répond mal. Non, je dirais pas mal, moi. Je veux dire qu'il y a un truc qui me gêne un peu, c'est qu'on a tendance à généraliser en disant que tout est très bien ou tout est très mal. Je pense que cette crise, il faut vraiment faire au cas par cas suivant les zones géographiques, que c'est une crise très, très difficile et je ne supporte pas l'idée qu'on puisse vouloir simplifier. Au contraire, à mon avis, il faut compliquer la situation. La situation, elle est mêlée entre le problème économique et le problème sanitaire, en gros. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse des gens attraper le virus ou est-ce qu'on laisse des gens s'écrouler économiquement et mourir d'autres raisons? Donc, la marge de manœuvre, elle est extrêmement faible. Je dois dire être étonné des critiques permanentes envers le gouvernement. Je ne suis pas spécialement pro-gouvernement ou anti-gouvernement. Je trouve, en tout cas, en ayant été malade, en ayant des consultations avec des médecins tous les jours, en ayant suivi ce qui se passe, que la situation est plutôt, aujourd'hui en tout cas, bien gérée et que le plan de déconfinement est réaliste, puisqu'il ne promet pas la Lune. Voilà. Je peux prendre la parole? Oui, allez-y, Florence Berthoud. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même, en fait, deux cas de figure. Ça va être celui de la région Île-de-France, où ça se pose pas du tout, zone rouge, pas rouge, verte, pas verte. On peut pas dire on va traiter indifféremment le cas de l'Essonne, celui du Val-de-Marne, celui de Paris, parce que de toute façon, on a une économie qui est totalement intégrée sur tout le bassin francilien. Voilà. Donc, les personnes, elles vont partir d'une zone ou d'un département où il y aura un taux de contamination, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs que normal, mais je veux dire un taux un taux de contamination qui pourrait être pastillé vert ou quasiment vert, je pense en particulier aux confins de la région Île-de-France, et puis dans Paris, il est évident qu'on va rester pour un moment rouge. Donc il n'y a pas de solution miracle. Il faut un équilibre entre la nécessité de reprendre l'activité économique, et tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas reprendre l'activité économique en période d'ailleurs de déconfinement comme dans un an. Le monde d'après, ça ne sera pas le monde d'hier. Et je pense que notamment, on va donner de plus en plus de place au télétravail. Moi, je l'avoue avec humilité, il y avait certains de mes collaborateurs qui étaient en télétravail. Je considérais que vraiment le télétravail, c'était totalement
inapproprié pour tous les membres de mon cabinet. Et chemin faisant, oui, c'est inapproprié pour un certain nombre de membres de cabinet, mais on est arrivé à faire des choses très bien et aussi bien avec d'autres sur d'autres sujets. Donc ça, c'est quelque chose qui va être l'épreuve aussi, si vous voulez, c'est le pragmatisme. Mais le sujet à côté de ça est celui de notre capacité pour accompagner le déconfinement. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne solution, ou de solution miracle, plus exactement. Le gros sujet, ça va être celui de la protection. Et pourquoi tout le monde est tellement angoissé? Pourquoi c'est la cacophonie? C'est parce que nous n'avons pas d'assurance que les populations vont être, on pourra y revenir, notamment nous comme maires, vont être pouvoir protégés. Il y a celui des transports en commun, Pécresse a fait distribuer des millions de masques. À Paris, la maire de Paris fait distribuer également des milliers de masques. Moi-même, comme maire, j'en ai distribué et je continue à en distribuer des milliers. Mais il y a tout le reste, toutes les autres règles, notamment dans les crèches et dans les écoles, où c'est le flou artistique le plus complet au moment où on parle. On t'a compris. Alors, je souhaiterais à ce stade d'intervenir parce que quand je dis mal, ce qui est incohérent, c'est que notamment dans les écoles, dans les crèches, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre les recommandations du gouvernement. Là, c'est quasiment impossible. Donc, c'est surtout là. Mais je comprends parfaitement qu'il est nécessaire, et je ne vais pas critiquer le gouvernement sur ce point, qu'il faut que la machine économique reparte. Et effectivement, c'est lié, c'est un couple respect sanitaire, sécurité sanitaire et nécessité de relancer l'économie. Donc, on est d'accord. Maintenant, au-delà des mots, on va y revenir dans un instant, c'est comment on va adapter ce plan de déconfinement au territoire à partir du 11 mai. Ça va être... il y a beaucoup d'inconnus. On y revient avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et nous parlons du déconfinement rouge, vert. Comment cela va-t-il être mis en place? On vous attend 0826 300 300 si vous pensez que ça va être compliqué. Qui voulait réagir? Jacques Miard, je crois que vous étiez en train, ou Pierre Jacquemin. Qui va être en rouge? Qui va être en vert? Est-ce qu'on va pouvoir circuler d'une région à l'autre? Finalement, ce seront les préfets qui vont être en première ligne. Bah oui, c'est ça le sujet, c'est qu'en fait, on a le sentiment que le plan qui a été présenté par le Premier ministre mardi n'est pas vraiment un plan, si ce n'est un plan où on se défausse à la fois sur les élus locaux, sur les préfets, et en fait, le plan national, il n'a pas vocation à exister véritablement, puisqu'on va faire confiance justement et aux élus locaux et aux préfets, et en même temps aux parents aussi pour décider si oui ou non ils peuvent envoyer leurs enfants dans les écoles. Moi, il y a quelque chose qui me frappe quand même, c'est l'incohérence, en tout cas, entre cette règle qui a été fixée de pas plus de 10 personnes rassemblées ou regroupées dans le cadre de rassemblement, sauf pour les écoles, sauf pour les transports, sauf pour le travail. Donc, on peut être à plusieurs dans des espaces confinés, même s'il y a des espaces de distanciation physique qui sont respectés. Mais globalement, on va interdire, après le 11 mai, toute mobilisation, toute manifestation où on sera plus de 10. Ça me paraît totalement incohérent sur le plan de la progressivité justement de ce déconfinement. Après, sur le fait qu'effectivement, on sait très bien, j'ai entendu le premier adjoint de la maire de Paris par exemple, effectivement, je crois que c'est Florence Berthoud qui disait tout à l'heure, Paris, l'Île-de-France sera évidemment scruté de manière totalement différente parce que d'abord, les transports sont beaucoup plus importants. Il y a une circulation beaucoup plus importante en région Île-de-France. Visiblement, d'après ce que j'ai entendu du premier adjoint des maires de Paris, Paris ne sera pas déconfiné le 11 mai. Ça, on peut c'est quasiment, je ne sais pas si c'est acté, mais ce sera visiblement un département rouge. Donc, d'un département à l'autre, ça va évidemment évoluer. Mais est-ce que d'un département francilien à l'autre, on pourra circuler? Je ne sais pas. Pour la peine, c'est vrai que le Premier ministre nous a fait un discours très, très technocratique. Avec des éléments assez précis, assez clairs, mais c'est vrai que le fait que ça repose maintenant sur les préfets, les maires et les parents pour les écoles, on ne sait plus très bien quelle cohérence ce plan de déconfinement avait véritablement. Il y a effectivement ce problème, et que lorsque le Premier ministre parle de souplesse, j'interprète ça par démerdez-vous. Gardez en tête un certain nombre de points, mais c'est extrêmement difficile. Je ne vais pas reprocher d'ailleurs au gouvernement de tantonner parce que la situation est tellement chaotique, très compliqué. qu'il est très difficile d'en sortir. Mais ce qui est clair,
c'est que cette incohérence, nous la ressentons et que les parents la ressentent. Et c'est là où nous allons devoir, dans les jours qui viennent, apporter un certain nombre de certitudes et de possibilités matérielles ou non. Et en matière de crèche, en matière d'école, je peux vous dire que c'est la quadrature du cercle. Ouais. Mais même dans les transports, dans les entreprises, excusez-moi. Je pense que je trouve pas ça particulièrement incohérent d'interdire les réunions de 10 personnes. Je vois pas en quoi c'est contradictoire avec le métro. Le métro, ça dure 20 minutes. Vous pouvez vous réunir pendant 5 heures, place de la République, à 10. Ce qui n'est pas le cas dans un transport. Enfin, ça n'a rien à voir. La durée de temps de la réunion n'est pas la même. Je pense que la durée, elle n'a rien à voir avec la contagiosité. Elle n'est pas en fonction du temps, elle est rapide. Exactement, la contagion, elle est rapide. Il y a la durée qui rentre en ligne de compte. Il y a la durée, il y a la durée. Plus vous parlez longtemps avec quelqu'un, plus vous avez de risques. D'accord, Valérie, vous êtes d'accord que 10 personnes dans un... Pardon. Si vous permettez, sincèrement, Florence. Chers amis, on n'en est plus là. Je veux dire, on peut s'échiner pendant des heures sur est-ce que c'est contradictoire d'autoriser une classe à 15 et puis d'interdire une réunion à plus de 10. Franchement, le débat, pardon, mais je crois que ça n'est pas ça le cœur du sujet. Il faut mettre des règles. On aurait pu dire une réunion à 15. Ça ne change pas fondamentalement les choses. Là, la question est vraiment sur le fait que pour reprendre l'activité économique, le travail, pas que pour alimenter la machine consumérisme, mais parce qu'il faut une société vit quand on travaille, c'est comme ça. Il y a des passages obligés. Il y a 2 de ces passages obligés qui sont accueillir les enfants dans les crèches et ou les écoles. Et là, moi, ce que je constate, c'est que contrairement à ce que j'ai cru comprendre là dans les échanges, il y a une forme de jacobinisme qui revient en permanence. Je vais vous donner un exemple. À Paris, confiné, pas confiné, moi, je milite s'il y a réouverture des écoles pour qu'on ne réouvre pas toutes les écoles. Pourquoi ? Parce qu'il faut être pragmatique. On sait très bien qu'il y a des professeurs des écoles qui ne voudront pas ou qui ne pourront pas revenir pour plein de raisons. Des bonnes, peut-être d'autres un petit peu moins bonnes, j'en sais rien. Et moi, je comprends ces professeurs qui ne veulent pas revenir, en tout cas si on ne leur dit pas, voilà quelles vont être les règles très carrées, s'ils ne peuvent pas faire garder, eux, leurs propres enfants, parce qu'ils n'habitent pas tous Paris. Je milite depuis des jours pour que, par exemple, dans mon arrondissement, le 5e, on ne réouvre que quelques groupes scolaires. Je sais qu'on sait le faire, ne serait-ce que parce qu'en période de confinement, nous avons accueilli des enfants de soignants. Eh bien, depuis 1 semaine et demie, on patine avec un rectorat qui est sur la ligne, il faut tout ouvrir, une ville de Paris qui ne sait pas trop ce qu'on doit faire, donc qui un jour dit il faut tout ouvrir, le lendemain dit il faut tout ouvrir, mais prioritairement aux enfants de personnes conduisant des bus, aux soignants, etc. Et d'hésitation en hésitation, qu'est-ce qu'on fait ? On alimente un climat anxiogène. On ferait mieux de faire moins et mieux. Sauf que, Florence, les instructions données par le Dasein à l'ensemble des adjoints et des inspecteurs de l'éducation nationale, c'est de dire vous devez accueillir tous les enfants. Exactement. Et à partir du moment où tu vas choisir, comme tu viens de le dire, une école et pas les autres, et que tu effectivement souhaites que les parents aillent travailler parce que, et tu as raison, il faut que l'économie reprenne, alors là, je dis, bonjour, comment fait-on ? Parce mais que quasiment, si tu permets, c'est là où il faut faire confiance un peu. On va faire tourner un peu la parole. Moi, je sais que c'est possible chez moi. Parce qu'il y a les 2 tiers des parents. Mais c'est pas possible partout. C'est comment on fait sur tout le territoire. C'était la question de départ. Les 2 tiers des parents ne veulent pas remettre leurs enfants dans les écoles. Il faut tenir de ces comptes de cette dimension. Je sais bien, mais il n'en demeure pas moins que là, vous allez avoir la pression des parents qui dit « et moi ?» Oui, Pierre-Jacques Maffay, il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas remettre leurs enfants à l'école. Les 2 tiers ne veulent pas remettre leurs enfants. Donc, oui, on va voir. Nous sommes en train d'interroger, juste une question, nous sommes en train d'interroger les parents par mail en disant est-ce que vous allez penser devoir remettre vos enfants à l'école ou en crèche ? Donc nous attendons ça. Et donc peut-être qu'en fonction des quantités, on résoudra le problème qualité. Bien sûr. Pourquoi je posais la question de la cohérence ? Tout à l'heure, je parlais de question.
Pourquoi je parlais de cohérence tout à l'heure? Parce que de la cohérence de l'action ou du plan qui est mis en place, que ce soit par le plan national ou par le plan des collectivités qui va être proposé, c'est parce que, à mon avis, de cette cohérence dépend la confiance aussi des citoyens face à ce plan. Et de cette confiance dépendra aussi du respect des règles et des recommandations qui sont faites. S'il n'y a pas de cohérence, s'il n'y a pas de confiance, est-ce que le déconfinement se fera dans le respect des règles? Je suis pas sûr que les gens aient véritablement confiance. C'est pas parce qu'on leur dit on peut réouvrir les écoles que les Français ou les parents d'élèves ont envie de réinscrire ou de remettre leurs enfants dans les écoles. Ben oui, c'est pour ça que je parlais de cohérence. C'est pour ça que je pense que la parole politique était hyper importante et très importante sur la cohérence de l'action. Et c'est pour ça que le nombre de réunions, le nombre de personnes qu'on peut mettre dans les réunions, franchement, ce qu'ils nous demandent, c'est vraiment des protocoles sanitaires extrêmement rigoureux dans les écoles pour savoir comment on rentre, comment on en sort, par quelle pièce on passe, est-ce que les enfants vont se croiser, est-ce que toutes les personnes, animateurs vont être testés, c'est ça le gros sujet. Oui, et par ailleurs, il n'y a pas que l'école, on en revient toujours à l'école, mais il n'y a pas que l'école, il y a les transports, il y a le retour au boulot, à la fois il faut retourner travailler, mais à la fois on nous dit qu'il faut privilégier le télétravail. On découvre effectivement. Oui, enfin, excusez-moi, mais c'est pas le sens de l'action collective. Et ça, c'est peut-être la seule chose positive dans cette pandémie, c'est que tout d'un coup, on constate qu'il y a des circuits, qu'il y a des coordinations impossibles à éviter. Et donc, c'est véritablement la vie collective qui reprend, je dirais, le pas sur l'individualisme forcené des bobos. C'est la bonne chose, finalement, de cette Simplement, moi, il y a c'est la réalité. Pas tous en même temps. Mathieu, c'est être capable de discuter avec le recteur et qu'on écoute le maire, par exemple. C'est ça, le collectif. Mathieu. Que ça ne soit pas dans son couloir. Mathieu Alterman. Oui, on est spécialiste en France pour critiquer ce que fait le gouvernement et on dit toujours regardez ailleurs, ils font mieux. Mais je tiens à dire, il y a quand même énormément de pays qui ont réouvert les écoles, ils ont simplement installé un protocole de test et les écoles ont réouvert. Les écoles ont réouvert. Et puis au Japon, on a refermé les écoles. Voilà. Puis au Japon, on a refermé les écoles. Non, il y a des pays où elles ont rouvert. En Israël, elles ont ouvert les écoles. Et ça a été nommé le pays techniquement le plus avancé sur la gestion du Covid. Donc, il y a un moment... on ne peut pas dire qu'on soit le pays le plus techniquement avancé sur le Covid. Hein. Pardon ? Si. On ne peut pas dire que la France soit techniquement... Non, pas la France, non. Bien sûr que non. Justement, regardons ce qui a été fait dans les pays avancés. Et ils ont testé, ils ont rouvert les écoles. Comment on va reprendre le travail ? On a une auditrice qui nous fait remarquer que quand le chômage partiel va s'arrêter, les gens seront bien obligés de retourner bosser. Donc, en même temps, ils ont peur. Moi, je vois des auditeurs qui nous disent « Oui, j'ai peur de retourner travailler ». Mais ils ont peur, c'est normal. Moi, j'ai interviewé, cette semaine, j'ai interrogé un syndicaliste de cheminots de la SNCF qui, lui, a fait le choix de travailler pendant toute cette période de confinement. Et il reconnaissait que les dispositions avaient été prises par la SNCF pour que le travail se fasse dans les conditions sanitaires réglementaires avec le gel, les masques suffisants. Donc, syndicaliste plutôt avoir une opinion favorable avec la direction de la SNCF. Lui, il pose la question, en revanche, aujourd'hui, ils sont 15 000 salariés à travailler sur toute la France à la SNCF. Demain, ils seront 30 000. Après-demain, ils seront 50 000. Est-ce que la SNCF sera en capacité d'assurer les conditions sanitaires ? C'est la même chose dans les supermarchés. Les supermarchés, le travail. Est-ce que demain, le fait qu'il y a plus de monde qui vont venir dans les supermarchés, est-ce que le gel, est-ce que les masques seront suffisants ? Je pense que c'est tout ça qui se pose comme question. Et la question sanitaire, et je termine, Jacques Millard, il y a la question sanitaire, et deux, Valérie, vous l'avez dit, je pense que la préoccupation première à partir du 11 mai, c'est est-ce que les conditions sont réunies pour que ma santé soit pas mise en danger ? Mais deux, est-ce que je retrouve mon travail ? 98% des entreprises aujourd'hui sont des TPE, des PME. Est-ce qu'elles vont tenir le coup au 18 mai ? Est-ce que les gens vont garder leur travail ? C'est ça la véritable question, c'est le maintien de l'emploi et la question sanitaire. Et 70% des investissements, ce sont les collectivités locales. Juste un mot. Moi, je constate, il y a une forte pression des TPE, des petites entreprises à reprendre le boulot. Deuxièmement, il est clair que pour une fois, c'est en marchant qu'on va voir comment ça fonctionne et qu'il ne faut surtout pas avoir d'a priori. Parce que si on commence à avoir une multitude d'a priori, on ne fera rien. Vous savez, je vais vous dire une chose, j'ai toujours une expression, quand vous écoutez les juristes, vous les écoutez, je suis moi-même légiste du roi. Et donc, vous écoutez le juriste jusqu'à 10 heures, il vous dit tellement d'impossibilités de faire, et à 10h05, si vous voulez avancer, il faut le passer par la fenêtre. Eh bien, il y a un moment, il va falloir avancer.
Et donc, moi, je pense avec un virus dont on ne sait quand même pas grand-chose, même s'il n'a pas touché la majorité de la population. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Des conséquences pour le moins étonnantes. Donc, il y a aussi la responsabilité des politiques contre qui on va se retourner après en disant « Vous nous avez renvoyés au boulot, vous avez déconfiné, et voilà, on a X centaines de morts. » Mais c'est un seul... Attendez, Mathieu avait levé le doigt avant, Florence. Il n'a pas beaucoup parlé. Moi, je pense que le problème, c'est pas est-ce que les gens ont peur de retravailler. C'est ce que disait Pierre. Les gens ont peur de ne plus jamais pouvoir retravailler. Là, nous sommes en train, en gros, de parler des salariés. Les salariés, ils vont mettre un masque, on va mettre des masques, et le port du masque, on trouve aujourd'hui, limite la contamination. Mais je voudrais qu'on parle quand même un petit peu des indépendants. Les indépendants qui n'ont pas de chômage, qui ont perdu des sommes folles. On leur a fait un cadeau là, de 1 500 €, mais ils doivent tout de même payer l'URSSAF. Ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Ces gens-là ont bien plus peur que des gens qui vont devoir porter un masque dans un bureau. Excusez-moi. Et on a tous peur. Nous avons tous peur. Mais il faut avancer. Il faut avancer. Et il est bien évident que là, on va avoir un déficit qui va être à plus de 10% du PIB. Vous me direz, pourquoi pas 11, 12 c'est pas le sujet évidemment majeur. On va être à plus de 250 milliards d'euros de dette, mais il faut de déficit, pardonnez-moi. Mais on peut pas continuer non plus éternellement comme ça. Donc oui, il faut reprendre le travail. Les petits le demandent. Et donc la question majeure, on peut tourner, c'est les protocoles sanitaires, c'est la protection et c'est les tests. Et tant qu'il n'y aura pas de tests, tous les plans échafaudés seront des plans qui vont être des plans. Vous êtes d'accord pour dire qu'on ne les a pas encore, les tests? 70% aujourd'hui des investissements, 70% de l'investissement en France est fait par les collectivités locales. Non, c'est plus le cas, malheureusement. C'est ça. Écoute, je ne sais pas, c'est ce que dit en tout cas le président de l'AMF. Donc il faudra dire au président de l'AMF que quand il fait des interviews, il ne sait te dire que c'est 56%. En tout cas, 70%. Écoutez, direct ou indirect, on est plus près des 70 que des 50. Mais enfin bref. Il faut donc que la machine, il faut redonner, il faut qu'on soit en situation de travailler pour remettre la machine. Si on veut aider, y compris les petits indépendants, si on veut aider ceux qui ne peuvent pas payer leur loyer, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc, il faut bien qu'on remette en marche cette machine économique. Florence, on connaît la fameuse phrase d'Emmanuel Macron prononcée il y a à peine un an qui nous disait qu'il n'y avait pas d'argent magique. Et quand on est dans des périodes de crise, l'argent magique, on sait le trouver. Même l'Union européenne sait reconnaître que les règles de restriction budgétaire et des 3% n'est pas une bonne règle et que c'est la raison pour laquelle il faut débloquer ça. Je veux dire une chose quand même, parce qu'il y a quand même à un moment donné, on déconfine et c'est très bien parce qu'on ne peut pas rester éternellement confiné et il faut avancer. Effectivement, vous avez tous dit ça et vous avez raison, il faut avancer. Il y a quand même un élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il est fort probable, voire très probable, qu'il y a une deuxième pic de l'épidémie qui peut arriver a posteriori, après le confinement. Et ça, c'est une des failles, je pense aussi, du discours d'Édouard Philippe, c'est que j'ai le sentiment qu'on n'anticipe pas ça. Le professeur Grimaldi, je l'ai entendu l'autre soir à la télévision, il disait, s'il y a une deuxième phase de pic d'épidémie qui arrive et qui peut arriver même assez vite finalement. Il peut arriver très vite. L'hôpital public n'est pas en capacité aujourd'hui, compte tenu de l'essoufflement des personnels, mais aussi sur un plan technique, ne sera pas en capacité de faire face. Donc c'est pour ça que la question du déconfinement est absolument centrale et la manière dont on déconfine, elle doit faire l'objet d'un consensus aussi. Et elle doit faire l'objet d'un consensus avec les élus locaux, avec les parlementaires, avec les syndicats, et que donc on ne doit pas faire ça de manière... Sous la différenciation territoriale. Oui, absolument. Juste une parenthèse. En tête que ce on a vu avoir lieu, c'est assez vite. Mais on a vu juste une parenthèse politique, c'est-à-dire je suis frappé. Juste un instant. Oui, rapidement. Je suis frappé par l'idéologie maastrichtienne qui véritablement est devenue un carcan. Il y a eu une économie d'avant Maastricht et il y aura une économie d'après Maastricht. Quand on vous parle de dette, c'est parce que les États sont obligés d'emprunter, mais ils peuvent eux-mêmes s'adresser aux banques centrales et recevoir des avances. Jacques Billard nous fait des Jean-Luc Mélenchon, ça c'est extraordinaire. Mais non, c'est pas Mélenchon, je le dis avant. Et Pierre, arrête tes conneries. Il est clair aujourd'hui qu'il faut sortir de cet esprit carcan.
et que la Banque d'Angleterre est en train de faire des avances à l'État pour investir. Et c'est ça qu'il faut faire et sortir de cette dire c'est la dette. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un système économique qui a vécu. C'est vrai. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On va parler, justement, faut-il interdire les licenciements? Vous disiez tous, tout le monde veut reprendre, enfin beaucoup veulent reprendre le boulot, sauf que beaucoup d'entreprises disent qu'elles n'auront pas de travail pour tout le monde. Donc, est-ce qu'il faut réfléchir à une manière d'interdire les licenciements pendant cette période de crise? On en parle avec vous, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors on a une auditrice en ligne, son nom, qui voulait intervenir, Mélissa, à propos justement de la reprise du travail. Bonjour Mélissa. Oui, bonjour. On vous écoute, vous vouliez nous dire quoi? Vous allez reprendre Qu'est-ce que vous faites comme métier? Alors je suis sociothérapeute, j'applique la philosophie et la thérapie. Mais c'est une toute jeune entreprise que j'ai démarrée en entre août et septembre, qui avait plutôt bien commencé. C'est une formule qui marche plutôt bien, mais le confinement m'a un peu coupé la chic. Et je pense que ce sont des démarches qui reprendront plutôt avec septembre. Nous les thérapeutes, a priori l'été c'est une période plutôt creuse. Et moi en plus je démarre, donc j'ai pas le peu de clientèle que j'avais, je l'ai plus, et c'est un début d'entreprise, donc en plus je consultais dans les cafés, c'était un choix déontologique et philosophique, ça marchait très bien, mais bon là du coup les cafés c'est plus possible d'y accéder. C'est plus possible, ouais. Et ça va être très compliqué pour vous de relancer votre activité. Ça va être très compliqué de relancer l'activité parce que ça marchait quand même beaucoup sur le bouche à oreille, sur le fait de mes sphères de fréquentation professionnelle, donc l'université, tout ce qui a trait à la philosophie. J'avais des conférences de prévues qui ont évidemment toutes été annulées. Donc en fait tous mes supports de communication, à l'exception d'Internet, et bon je suis pas je suis pas publicitaire. Donc oui, ça va être un peu compliqué à mon avis jusqu'à septembre. C'est ce que disait Mathieu Alterman. Mathieu Alterman sur les indépendants, certains vont avoir beaucoup de mal. C'est absolument terrible. Moi, je veux pas faire pleurer sur moi, mais j'ai perdu beaucoup de rentrées d'argent en 6 mois. Voilà, et j'ai pas droit à un chômage, surtout une partie de mon activité. Je parle pas de l'activité télé. Oui, non, mais c'est le cas de beaucoup de gens. Sur la reprise du travail, donc ce qu'on voulait aborder, c'était cette possibilité d'interdire le chômage, de licencier. D'interdire les licenciements. Interdire le licenciement. On n'interdit pas le chômage. Mais je non, pas interdire le chômage. Ce serait bien d'interdire le chômage. L'interdire, abolir le chômage. Ne vous méprenez pas. Interdire les licenciements. Pierre Jacquemin. Mais oui, parce qu'on va rentrer dans une période qui va être d'autant plus compliquée qu'à partir du 1er juin, il va y avoir un durcissement des règles du chômage. Et même la ministre du Travail a annoncé que le maintien de la réforme de l'allocation chômage était quasiment confirmé, ce qui est absolument dramatique compte tenu du fait qu'on va avoir une rentrée, à mon avis, massive. C'est pas à mon avis d'ailleurs, tout le monde le dit, les économistes le disent, la DARES le dit, que le ministère du Travail le dit. Donc il va y avoir à un moment donné des dispositions, je parlais d'innovation tout à l'heure, oui, des dispositions innovantes à prendre, et je pense qu'effectivement l'interdiction des licenciements doit être une des mesures qui pourraient être prises en compte. Vous savez, je vais revenir à une vieille citation qui doit parler à Jacques Millard dans ses jeunes années peut-être. Peut-être était-il membre de la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, j'en doute, mais à la Ligue communiste révolutionnaire, il y avait un slogan qui s'appelait « Nos vies valent plus que leurs profits ». Et je pense que ce qui prime aujourd'hui, c'est presque un slogan qui pourrait être repris par tout le monde. Quand j'entends le ministre de l'économie qui nous explique qu'aujourd'hui, il faut inventer un nouveau modèle économique, qu'on a même une occasion historique d'inventer un nouveau modèle économique, j'ai envie de dire chiche, mais dans ce cas, faisons-le en repartant à zéro. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui des groupes comme le groupe Corian, qui gère plusieurs EHPAD en France, qui décide de reverser 54 millions de dividendes, ça a été révélé par l'Obs, cette affaire, et donc ils ont fini par décider que les dividendes ne seraient pas reversés, mais c'est pas possible, on peut plus fonctionner comme ça. Donc quand je dis Vous avez quand même en tête que le gros sujet de Corian, c'est quand même la manière dont ils ont géré dans les pas de le Covid. Bien sûr, mais Florence, je ne sais pas si vous avez...
Florence, je ne sais pas si vous avez vu cette note qui, moi, me frappe, et je pense que Valérie, vous pourriez en faire un sujet majeur sur 1 heure, parce que la question des personnes âgées, du traitement des personnes âgées dans cette crise, oui, on l'a beaucoup, quand vous voyez la circulaire qui a été diffusée par le Canard enchaîné cette semaine, qui montre qu'il n'y a pas eu d'admission en soins intensifs, en tout cas en soins critiques, de personnes âgées qui venaient des EHPAD parce que ça relèverait d'une obstination déraisonnable. Ça veut dire qu'on a laissé mourir nos personnes âgées. Non mais Pierre, je vais intervenir parce que là, on s'éloigne. Alors Mathieu, oui, ça, Mathieu, oui. On revient dans le réel. Et après Florence. C'est un vrai sujet. Dans un monde idéal, j'aimerais qu'on. Oui, vous reviendrez Florence après, Mathieu. Mais il y a un moment, il faut revenir dans la réalité. Moi, je travaille dans les médias. Ok, les médias sont financés par la publicité. Les annonceurs aujourd'hui n'ont plus d'argent. Ok, comment voulez-vous qu'on ne licencie pas? C'est impossible, malheureusement. Je veux dire, il y a un moment, c'est au cas par cas. Évidemment qu'il va y avoir des licenciements. Évidemment qu'on ne peut pas les empêcher parce que tout simplement, il n'y a plus d'argent. Oui, voilà. Je ne suis pas un grand spécialiste. L'Espagne a décidé d'interdire les licenciements pendant la crise du Covid. Jacques Méhard, et puis après Florence, pardon. Oui. Je ne suis pas un grand spécialiste du droit du travail qui est parfaitement complexe. Mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement, avec l'inspection du travail, a tous les moyens de régler ça cas par cas. Donc, je crois qu'il faut éviter, et enfin, de dire la vérité est celle-ci. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, s'il y a licenciement, ce sera derrière ensuite une autre caisse et l'assurance chômage qui va payer. Donc, il est clair que tout est dans tout et réciproquement. Ce qui est clair, et là je suis d'accord avec Pierre, c'est que la mondialisation heureuse, les arbitrages planétaires où on a délocalisé à souhait, etc., tout cela, il va falloir que les États reprennent la main et qu'il y ait véritablement, non pas un contrôle dogmatique à la soviétique, mais regardez ce que font les États-Unis. Ils sont moins cons que nous, ils sont soi-disant libéraux, mais ils sont capables de changer les règles et de contrôler ce qui se passe au niveau des flux financiers pour éviter des catastrophes. Voilà. Donc, catastrophe humaine, catastrophe sociale aussi en ce moment aux États-Unis. Je ne crois pas que les États-Unis vraiment peuvent être démontrés comme un exemple. Regarde, Florence, enfin, ouvre les yeux. Regarde la manière dont les États-Unis gèrent leur économie. Ils sont capables de nationaliser pour ensuite remettre sur le marché. Oui, c'est autre chose. Enfin, je pense que nationaliser, la France doit être capable de nationaliser également. Le problème n'est pas si on est capable ou pas. Nous l'avons été. Lorsque les nationalisations se sont faites, elles se sont faites même en accord avec Bruxelles. Donc arrêtez. Je comprends cette déstabilisation. Vous ne pouvez pas dire ça. Excusez-moi. Les États-Unis licencient depuis des semaines en prenant tour de bras. Oui, mais je le sais. Ça, c'est vrai. C'est la situation actuelle. Mais ce que je dis, sortons du dogmatisme idéologique économique. En attendant, on licencie beaucoup moins en France qu'aux États-Unis, beaucoup d'entreprises prennent comme prétexte le Covid. Alors que c'était des vraies erreurs de gestion. Attends. Plan de licenciement, ce qui n'est pas le cas en France. Absolument. Alors attendez, Florence, elle voulait intervenir depuis tout à l'heure. Moi, je suis très gênée d'intervenir dans un débat binaire où c'est pour ou contre le licenciement et où on laisse imaginer qu'il y aurait un remède miracle et que le fait de pouvoir intervenir, de pouvoir interdire les licenciements, ça permettrait de tout régler. Moi, je suis pour l'accompagnement au cas par cas. Ça, c'était comme l'idée de plus personne paie ses loyers dans les HLM. Je trouve que c'est des idées qui sont même, qui peuvent s'avérer être totalement contre-productifs et dramatiques. Et dramatique pour les plus fragiles, au bout du compte, parce qu'à un moment donné, quand on ne peut plus rien leur donner, ils se retrouvent tout seuls, ils se retrouvent dans la rue comme on voit aujourd'hui. Donc moi, je suis pour des dispositifs adaptés. Voilà, on n'a pas beaucoup de revenus, on est une famille avec 3 mômes, on est en dessous du seuil de pauvreté, on donne et des paniers repas, etc. Le licenciement, vous allez dire par exemple à un petit entrepreneur qui n'a plus aucune commande, qui revient, qui a mis au chômage partiel ses 12 ouvriers, vous allez lui dire, mon gars, tu as interdiction de licencier. Non. Bon. Et là, la boîte dépose le bilan et il n'y a plus de boulot pour personne. Bien sûr. Donc, on peut, évidemment, sur le papier, c'est beau, mais franchement, pardon, mais je trouve que ce sont des solutions qui sont totalement
totalement populiste. Bon, on peut peut-être interdire pendant une phase très critique, pendant quelques semaines, mais ça ne peut être qu'un cautère sur une jambe de bois. Il faut quand même à un moment donné qu'on fasse avec ou sans l'Europe, mais il faut à un moment donné que cette économie reprenne, non pas pour verser des gros dividendes, parce que là pour le coup je suis d'accord avec Pierre, franchement que dans une situation comme aujourd'hui, on puisse imaginer verser des dizaines de millions de dividendes, c'est absolument honteux. Bon, mais... Allez, c'est fini Florence, mais on aura l'occasion, je pense, de revenir sur ce sujet parce que la situation sociale risque d'être effectivement très complexe dans les jours et les semaines qui viennent. Merci à vous, merci à tous les quatre et merci aux auditeurs de Sud Radio qui étaient avec nous.